Les Français parlent au français, du bout du monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce 14e rendez-vous, nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver. Et nous avons choisi de revenir un peu en arrière. Je vous situe tout de suite la période. Fin décembre 2019, un nouveau virus va se déployer de par le monde, entraînant avec lui des conséquences dramatiques. Certains pensaient alors un de plus, mais non. Celui-là va s'avérer au fil des mois comme l'un des plus redoutables que l'on ait pu connaître, équivalent à la peste au Moyen-Âge. 211 millions de personnes infectées, 4 424 000 morts à ce jour et 4 906 milliards de vaccins inoculés. Des chiffres qui font déjà au moins réfléchir. Mais il y a encore pire. Au-delà des morts dénombrés, 628 000 aux États-Unis, chiffres officiels, 574 000 au Brésil, 252 000 au Mexique, 131 000 en Grande-Bretagne, 128 000 en Italie, 113 000 en France, 91 000 en Allemagne, 15 700 au Japon. Ce ne sont que quelques-uns des chiffres. L'heure de vérité sur le plan économique et social devrait bientôt sonner, et avec elle le glas de certains pays. Joël François Dumont, vu de Berlin, que vous inspirent ces chiffres au-delà de ces statistiques que je qualifierais de presque trop froides ? Eh bien, comme vous, Jean-Michel, je trouve ce dernier bilan terrifiant. D'autant plus terrifiant qu'il n'est que provisoire, vague après vague. En effet, ce virus est en train de devenir un véritable fléau qui pourrait bien déstabiliser la planète si on ne réagit pas avec plus de vigueur. Pour le moment, chose inimaginable en mars 2020, nous disposons de vaccins efficaces et bientôt de traitements médicaux. Notre seule certitude, c'est qu'il faudra nous adapter pour faire face à de nouveaux variants, car c'est le propre d'un virus que de muter. Alors que faire en période de confinement pour ne pas perdre espoir ? L'année dernière, La Voix du Béarn a décidé de lancer de nouvelles émissions, non pas pour gloser avec des charlatans qui se répandaient par ailleurs de plateau télé en plateau télé, ou de zigotos médiatiques pour satisfaire les férus du bling-bling et, pardon du terme, mais du TikTok. Comment aussi ne pas reconnaître que la communication officielle a été en dessous de tout, en particulier dans notre pays, la France. C'est alors, Jean-Michel, nous avons décidé de donner la parole à des hommes et à des femmes d'exception, très peu appartenant à des partis politiques. Des gens que l'on n'entend jamais et qui, eux, pourtant, ont quelque chose à dire. Des gens qui appartiennent à cette lignée rare des bâtisseurs. Avec eux, un combat n'est jamais perdu d'avance tant qu'il y a une volonté politique accompagnée d'une vision au sommet de l'État et de gens de valeur pour les mettre en œuvre. 3 conditions incontournables. Force de reconnaître que la classe politique a perdu la confiance des Français, ce qui n'est pas vrai dans beaucoup d'autres pays dans le monde. En Allemagne notamment, où les politiques ne sont pourtant pas les lumières. Que dire, sinon que la France a des institutions solides, lui ont donné le général de Gaulle. Elle a aussi des hommes et des femmes courageux et compétents. Elle peut s'en sortir à une condition, que les Français se rassemblent pour faire nation. Si un tel miracle se produisait, 90% de nos hommes politiques professionnels passeraient aux oubliés de l'histoire, et ce ne serait pas un mal. Nous avons ainsi donné la parole chaque semaine à des inconnus du grand public et diffusé des témoignages qui ont été très appréciés par nos auditeurs. Nous avons réécouté, vous et moi, certaines de ces émissions. Elles n'ont pas vieilli, elles n'ont pas une ride. Étant donné leur qualité, nous avons décidé de rediffuser quelques-unes parce que ce qui a été dit en mars 2020 est toujours valable aujourd'hui et le sera encore demain. Parmi ces témoins d'exception, nous avons entendu des civils et des militaires qui nous ont montré qu'il y avait un moyen de s'en sortir. C'était de faire bloc, de faire nation, comme on dit. Ils nous ont surtout expliqué comment ils ont mis en place ou continué d'améliorer notre système pour ne plus être défaillants le jour J, pour éviter une débâcle de plus comme celle que nous avons connue en 1940. Première rediffusion, donc, nous vous proposons aujourd'hui de réentendre le dialogue établi sur notre antenne entre deux généraux d'armée, un aviateur et un gendarme,
le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, et le général Marc Watin-Augoire, une figure de la gendarmerie nationale considérée rien moins que comme l'un des cerveaux de la lutte contre la cybercriminalité dont il est très régulièrement question depuis le début de cette pandémie parce que, vous l'entendrez, nous l'avions déjà dit à l'époque, les réseaux, et vous savez très bien pourquoi, je n'ai pas besoin de détailler, sont surexploités depuis le début. Joël François, je vous laisse introduire ce débat avec le général Paloméros. Alors, je présente Jean-Michel, 2 hommes d'action dans la pensée, comme nous en avons dans ce pays, mais plus encore, des hommes de pensée dans l'action, ce qui est nettement plus rare. À vous de juger. Merci Joël François, merci de nous ouvrir aussi votre antenne. Je ne peux pas commencer cette conversation sans nous rendre hommage à une unité qui nous est chère, au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, qui vient de perdre une nouvelle fois dans l'exercice, effectivement, dans l'entraînement aux missions très délicates qui lui sont confiées, qui vient de perdre deux de ses hommes, et avec un certain nombre de blessés également. Donc, un grand hommage à ces hommes et ces femmes qui s'entraînent pour mieux progresser, qui s'entraînent pour remplir la mission. L'entraînement fait partie intégrante du métier militaire, et je rejoindrai donc la question de Joël François. Plus que jamais, ces forces armées, l'armée de l'air comme les autres, elles sont aujourd'hui confrontées à une sorte de grand écart, si vous voulez. Continuer la mission imperturbablement parce qu'elle est exigeante et qu'on ne peut pas laisser la place à l'extrémisme, par exemple, au Sahel, à laisser la place à une résurgence quelconque au Moyen-Orient, et bien ailleurs, tout en participant à la résilience de notre pays. Et vous voyez, si je remonte un peu dans l'histoire, on s'est tous battus les uns après les autres, les chefs militaires, pour conserver aux armées leur cohérence et leur résilience. C'était difficile. On a vécu des périodes de réformes qui se sont succédées. On a essayé de faire front, de faire face, d'en tirer le meilleur parti, par exemple pour moderniser l'armée de l'air, quand j'étais à sa tête, et on y est arrivé. On arrive à un cycle de modernisation qui est assez extraordinaire, mais on a perdu, si vous voulez, en épaisseur organique. Il faut regarder les choses en face. C'est pas une critique, c'est simplement... il faut jamais se travestir la vérité. Pour un chef, passer à côté de la vérité, c'est passer à côté de son commandement. Il faut qu'il regarde les choses au fond des yeux. Il a une responsabilité dans le présent et une responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Et c'est celle-là qui est peut-être même la plus difficile à exercer. Eh bien, on a effectivement, nos armées, elles sont extraordinaires, mais elles agissent sous pression. Regardez le service de santé des armées. Il a vécu des réformes, et pourtant il est là avec les moyens qu'on lui a donnés. Pas plus, mais il fait des miracles. Donc voilà, si vous voulez, moi quand je me retourne à la fois sur ma carrière, mais sur l'évolution de nos armées, je vois des armées de pointe, mais avec un degré de résilience, des formats qui leur permettent plus maintenant d'assurer totalement toutes les missions qui leur sont demandées, malgré la bonne volonté, malgré l'engagement permanent de leur personnel. Voilà, vu ici de Berlin, la moindre des choses que l'on peut dire depuis de nombreuses années, même bien avant que je sois né, c'est que la France n'est pas un modèle d'organisation. Par contre, nos militaires français sont un modèle d'organisation. Et je prends un exemple. Avant de rencontrer le futur général Paloméros, quelqu'un m'a dit on a un homme extraordinaire. Quand il était en ex-Yougoslavie, c'est lui qui a organisé le déploiement aérien français. Les avions français qui se posaient à Aviano étaient prêts à redécoller 2 heures après. Les avions F-16 néerlandais, il leur fallait pratiquement 2 jours pour être capables de redécoller sur place. Donc les Français sont arrivés, 2 heures après, ils étaient prêts. Après, on parlera de la guerre aérienne en Libye. L'armée de l'air, avec Jean Ranou et Jean Paloméros, elle a préparé une rupture qui s'amorçait déjà pour que l'armée de l'air française soit reconnue comme la 2e du monde par la première, qui sont les Américains. Les Américains ne connaissent que l'armée de l'air française. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'armée de l'air française a largement dépassé la RAF, dans laquelle, moi, en général, je crois que vous avez beaucoup volé avec la RAF en Angleterre. Donc vous les connaissez bien. Oh oui, je connais, j'ai beaucoup de respect pour la RAF, et puis en particulier cette année quand même, avec
la commémoration de cette bataille d'Angleterre, où la puissance aérienne, vous parliez de la puissance aérienne, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, n'empêche que Churchill et ses chefs militaires ont su s'en servir pour défendre jusqu'au bout leur pays et défendre quelque part le monde libre. Ça a été quand même une marque flagrante de ce rôle que joue l'arme aérienne. Et là, l'ARF a été évidemment mise en évidence, s'est mise en évidence. Maintenant, c'est vrai que les Britanniques ont quand même subi eux aussi des réformes très profondes, peut-être en mettant, je vais être un tout petit peu critique, je peux me le permettre, en mettant un peu la charrue avant les bœufs, si vous voulez, peut-être en espérant des bénéfices, mais c'est pas uniquement moi qui le dis, hein, c'est mes homologues britanniques, en subissant des coupes franches qui les ont amenés à un niveau à peine critique, je dirais. Un autre aspect des choses, c'est aussi la dépendance vis-à-vis des Américains. Ça, c'est un constat. Les Anglais ont acheté le F-35. C'est bien, c'est bien pour eux, ils ont fait un choix. Mais d'un autre côté, ça les rend extrêmement dépendants vis-à-vis des Américains, alors que la France peut s'enorgueillir d'avoir des armées, et en particulier une armée de l'air, totalement qui lui donne une véritable autonomie stratégique. Non seulement nous sommes équipés d'avions français et d'armements français également, ou européens, mais l'armée de l'air française, c'est une des seules au monde, met en œuvre une composante nucléaire aéroportée. Depuis d'ailleurs que le général de Gaulle a décidé d'en doter la France, c'était la première, avec le Mirage 4 et la première bombe classique. Aujourd'hui, évidemment, on a modernisé ces composantes et ça donne à la France 2 composantes nucléaires qui donnent toute la crédibilité à sa dissuasion. Donc je crois que ça, on peut en être fier. Mais c'est vrai que c'est un combat permanent d'entretenir ces capacités. On peut être, je veux dire, quand on est chef de l'armée de l'air, on a cette grande fierté, mais on sent aussi le poids de ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire. On sait combien l'armée de l'air a compté dans l'histoire et combien elle comptera dans les conflits futurs. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. On mène plus une seule campagne sans que l'armée de l'air y soit associée. Moi, ce qui me rend très fier, c'est de voir les aviateurs aussi partout présents pour transporter des blessés, des malades, aussi bien que pour porter le feu là où c'est nécessaire, pour sauver le Mali, pour intervenir en Libye quand on lui demande. Ça, c'est une armée de l'air telle qu'on les aime, avec des hommes et des femmes qui sont extrêmement motivés, compétents, bien entraînés, et qui sont servis aujourd'hui par des matériels modernes. Regardez ce fameux avion, le Boeing, l'Airbus, l'A330, il est utilisé à la fois pour faire du ravitaillement, mais aussi pour faire de l'évacuation et dans des conditions extrêmes de blessés, et là, en l'occurrence, de malades atteints de ce virus. Et ça, c'est le fruit de l'expérience, c'est le retour d'expérience. Quand il y a eu les événements de Karachi, on a eu de nombreux blessés, et on ne savait pas les évacuer à l'époque. Il y a eu ce terrible attentat à Karachi, et on en a tiré les conséquences, et on est allé jusqu'au bout de tout ça. On s'est dit, on va faire des avions plus polyvalents, capables, multirôles, capables de faire différentes missions. Comme ça, aujourd'hui, ces avions, ils peuvent faire des transports stratégiques. Et évidemment, ils ravitaillent nos avions, y compris ceux de la dissuasion, mais ils peuvent aussi faire ce type d'opération particulièrement précis. Et je crois qu'on a la chance d'avoir des armées, une armée de l'air qui est très souple d'emploi, et qui est dans la main, vraiment un outil stratégique dans la main du politique. Jean, on va peut-être poser maintenant la question à Jean Watin-Augouin. Alors, Jean Watin-Augouin est un gendarme. Beaucoup de gens, des jeunes aujourd'hui, ne savent pas que les gendarmes sont des militaires. Jean Watin-Augouin, comme la plupart des officiers généraux de la gendarmerie ou des officiers supérieurs, est sorti de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Et dans la botte, comme on dit. Lorsque je suis passé à Coët-Quidan avec des journalistes, j'étais invité par le général a parlé des élèves de Coët-Quidan. Et puis il ne parlait pas des gendarmes. Bon, je pose des questions, je dis, mon général, et les gendarmes à Coët-Quidan? Le général, comment à Coët-Quidan, réfléchit un petit peu, il me dit, vous savez, les gendarmes, c'est un peu spécial, il ne faut pas de socializing. Ah bon? Ils font quoi? Ils travaillent. Alors il dit, là, franchement, quel secret, quelle révélation. Bon. Alors je veux dire aussi qu'une chose, c'est que pendant la guerre, ceux qui ont juré de ne pas baisser les armes, c'était 3 militaires, que le chef du service de renseignement militaire français,
c'était le colonel Paillol, qui lui aussi était passé par l'armée de terre avant de devenir gendarme. Et c'est lui qui a été le chef du renseignement intérieur en France pendant toute la guerre. Paillol, c'était un gendarme. Eh bien, les gendarmes, comme le général Watin-Augouard, sont non seulement des militaires, mais en plus sont des auxiliaires de la justice. C'est-à-dire qu'ils ont un pied militaire et un pied du côté de la justice. Donc, ils sont toujours très prudents quand ils font quelque chose. En Allemagne, l'image de la gendarmerie est exceptionnelle. Ce que les gendarmes ont réussi à faire lorsqu'il y a eu le crash de l'avion de la German Airwings dans les Alpes, c'est une chose que les Allemands n'oublieront jamais. La disponibilité, la compétence, le savoir-faire, le courage, la ténacité de nos gendarmes à l'époque, je peux vous dire que pendant 20 ans, ça reste un investissement. Alors d'autres choses à dire. Alors mon général, vous êtes lancé dans tout à fait autre chose. Je sais que, je peux rappeler que les gendarmes ont été les premiers à être informatisés dans nos armées, parce que Rita, le service de transmission, c'était les gendarmes. Bon, vous avez continué. Je ne parlerai pas des logiciels que vous fabriquez en interne chez vous, parce que c'est une tradition. Mais vous êtes intéressé au cyber. Alors, le cyber, c'était un espace, une dimension qu'on ne connaissait pas. Et vous êtes devenu un expert en cyber quand vous étiez commandant de la Légion de gendarmerie dans le nord de la France. Vous avez eu l'idée de créer la lutte contre la cyberdéfense, la cybercriminalité. Vous avez créé le FIC. Et le FIC, aujourd'hui, ça ne fait pas 15 ans, ça fait au moins 10 ans, voire 11 ans. Vous l'avez créé avec un autre gendarme. Et il y a 45 pays à l'île tous les ans qui se retrouvent. Donc, mon général, la cyberdéfense, la sécurité, la cybersécurité aujourd'hui, on voit que c'est devenu une composante à part entière. Hein. Ça vous rappelle bien des combats, je suppose. Ah, écoutez, merci d'abord de cet éloge de la gendarmerie. Je n'aurais même pas osé en faire autant, mais venant de vous, cher Joël François, je le prends avec beaucoup de plaisir. Je m'associe pleinement, moi, aux propos du général Paloméros concernant l'hommage qui doit être rendu à nos amis, nos camarades du 5e régiment des hélicoptères de combat. Vous voyez, tout Français doit être solidaire de ses forces quand elles sont dans la douleur. Mais nous sommes dans une position particulière, c'est ce qu'on appelle la fraternité d'armes. La fraternité d'armes, elle unit tous les militaires, quel que soit leur grade et quelle que soit la force armée à laquelle ils appartiennent. Et le deuil de l'armée de terre, c'est notre deuil. Les souffrances des blessés, ce sont nos souffrances. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Nous avons dans notre institution militaire une vision très partagée de notre destin, pour le meilleur comme pour le pire. Et la solidarité, c'est quelque chose de très important. On appelle ça la fraternité d'armes. Alors, sur le militaire, pardonnez-moi, je ferai, avant de parler de cyber, une petite réflexion. D'ailleurs, ça a été dit en ouverture, la notion de temps long. Le temps du militaire n'est pas le temps du politique. Le politique, aujourd'hui, si vous l'interrogez, quel est l'avenir? Il vous parlera des prochaines élections. Et je pense que son temps est limité aujourd'hui à 2020. Or, moi, mon temps, il s'inscrit dans une période, et je pense que c'est d'accord, le général Paloméros sera d'accord, nous, on s'inscrit dans une période qui peut aller jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire la durée d'un système d'armes. Quand on lance un porte-avions, c'est pour 30 ans. Lorsqu'on lance un avion de combat, c'est pour 30 ans. Lorsqu'on crée un réseau de télécommunications et d'informatique comme le réseau Ruby de la gendarmerie, c'est pour 30 ans. Et donc, si vous voulez, nous, on est obligés de travailler avec un regard sur le long terme. Et nous pensons, et c'est ça peut-être le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, tout ce que nous ne faisons pas, tous les choix ou tous les non-choix d'aujourd'hui, nous les paierons dans 15 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous payons des non-choix ou des choix il y a 15 ans. Donc, vous voyez que pour nous, c'est quelque chose de très important. Et j'ai beaucoup fréquenté le milieu politique, puisque j'ai été conseiller de 2 ministres de l'Intérieur. J'ai pu mesurer justement cette grande différence d'approche. C'est-à-dire que moi, je parlais pour quelque chose qui pouvait exister dans 5 ans, dans 10 ans, et on me répondait, non, attendez, ce n'est pas le moment d'en parler. Nous, quel est le problème d'aujourd'hui? Et vous voyez qu'on a souvent sacrifié le long terme au court terme, à l'immédiat. Ça, je crois que c'est une réflexion que nous devons avoir. L'autre point, avant de vous parler de cyber, toujours, c'est que il y a quelque chose de très fort dans les armées, c'est ce que je qualifie d'ingénierie militaire. L'ingénierie militaire, c'est une capacité
collective. Ça ne veut pas dire que le chef ne prend pas lui-même sa décision seul, mais une capacité collective de préparer l'action, c'est-à-dire de l'analyser, de faire de la prospective, d'analyser tous les éléments pour et contre, les inconvénients, les avantages, quels sont nos amis, quels sont nos alliés, quels sont nos ennemis, quels sont nos ennemis, ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être bien de choses. C'est pas simplement des personnes. Eh bien, tout cela, nous le faisons avec une méthode, une méthodologie qui est, à mon avis, parfaitement adaptée au temps de crise. Alors évidemment, quand vous êtes en temps normal, il ne se passe rien, on dit « Oh, ces militaires, ils sont gentils, mais ils nous embêtent parce qu'ils arrivent avec des conceptions, des façons de raisonner qui ne sont pas les nôtres. On leur pose une question, ils déroulent toute une méthode pour montrer pourquoi ils ont choisi cette option et qu'ils nous la proposent. Et en vérité, aujourd'hui, on est bien obligé de constater que cette méthode de gestion de crise, et la gestion de crise, elle ne se fait pas en crise, elle se fait avant, c'est-à-dire quand on prépare la crise. Et vous voyez, par exemple, le cyber, puisque je vais venir sur le cyber. En 2004, j'ai travaillé avec Thierry Breton, aujourd'hui commissaire européen, et qui était à l'époque patron de France Télécom. Et nous avons rédigé ensemble un rapport sur les évolutions de la cybercriminalité. Bon, nous avons eu la chance à ce moment-là, d'avoir une écoute, mais surtout d'avoir un événement essentiel, c'est l'attaque massive de l'Estonie en 2007. Or, en 2007, on a vu un État complètement bloqué parce qu'il a fait l'objet d'une cyberattaque massive, vraisemblablement d'origine russe, mais ça vous montre que, à l'époque, c'était un révélateur. Alors, ce révélateur, il a permis justement de faire évoluer les stratégies, notamment de développer, à côté de la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité, de développer une cyberdéfense qui protège contre les attaques cyber tout ce qui est essentiel à la vie de la nation, que ce soit des services civils ou des services militaires. Et on voit bien que ce potentiel qui a été mis en place et qui a été, je dois le dire, enrichi d'année en année de loi de programmation militaire en loi de programmation militaire, eh bien aujourd'hui, il est là pour faire face à des cyberattaques massives, certes pas aussi graves que l'Estonie, mais on voit bien que les prédateurs ont compris que dans la période d'aujourd'hui, ils l'avaient déjà compris avant, l'espace numérique leur offre des possibilités inégalées. Jamais ils n'étaient aussi près de leurs victimes, jamais ils ont été aussi loin de leurs juges, jamais ils n'ont eu un meilleur rapport, avantage récupéré par rapport au risque pénal encouru. Et ça, si on n'a pas ça à l'esprit, on se trompe. Et ça, c'est le discours que je tiens depuis maintenant 2007. Ça fait donc, vous voyez, 13 ans que je monte le Forum international de Lille tous les ans, où je vous signale, il y avait quand même 12 500 experts cette année, et nous avons eu 102 pays présents. Des ministres sont venus, des représentants de l'Union européenne sont venus, des représentants de l'OTAN sont venus. Pourquoi ? Parce que cette prise de conscience, elle est en train d'émerger. Et je dis que la crise du Covid va nous montrer que non seulement nous sommes bien rentrés dans une accélération de la transformation numérique, mais nous sommes dans une accélération de l'accélération. Ça veut dire qu'il va falloir, mais d'urgence, changer toutes nos organisations, toutes nos méthodes. Car je le dis, et ça, je ne suis pas là pour être Cassandre, mais si nous ne le faisons pas, alors nous sommes mortels. Une entreprise qui ne se transforme pas par rapport au numérique pour le meilleur, mais en prévoyant le pire, va disparaître dans les 10 années à venir. Les États qui ne l'auront pas fait auront perdu toute légitimité dans les années à venir. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, enfin nouveau depuis, on va dire, le début de la décennie. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la défense, au sens large du terme, la défense et la sécurité nationale, c'est-à-dire qui ajoute à la défense au sens militaire du terme l'ensemble des postures, y compris de sécurité intérieure, que nous devons prendre, eh bien, tout cela, ça a un coût. C'est une assurance. Quand on s'assure pour l'incendie, quand on s'assure pour sa voiture, eh bien, on ne lésine pas. Eh bien, un pays ne doit pas lésiner sur les moyens qu'il engage pour sa défense et sa sécurité. Et je voudrais vous dire une chose,
Thierry Breton avait fait une analyse très intéressante. Et ça, je pense qu'il faudrait peut-être qu'un certain nombre de nos amis européens ne l'oublient pas. Il avait fait une analyse très intéressante quand on parlait, vous savez, des fameux 3% qu'il ne fallait pas dépasser, la norme européenne qu'on a aujourd'hui abandonnée. Il disait, nous ne sommes pas vertueux en France. Ah bon? Mais si je retire maintenant toutes les dépenses de défense consenties par chaque pays, alors comme par hasard, il y en a deux qui remontent au haut du niveau, du top niveau, c'est la France et, s'il vous plaît, la Grèce. Et à ce moment-là, on découvre que l'Allemagne, dont l'armée parlementaire s'engage quand elle le peut, mais elle le peut peu, et je ne sais pas si elle le veut beaucoup, en tout cas, si les politiques allemands le veulent beaucoup, elle n'est pas fondamentalement aujourd'hui aux commandes pour défendre l'Europe. Parce que quand on est au Mali, qu'est-ce qu'on fait? On défend l'Europe. Quand on travaille sur le cyber, qu'est-ce qu'on fait? On défend aussi l'Europe, parce que le cyber, il n'est pas simplement national. Il ne s'arrête pas aux frontières de la France. Rien ne s'arrête aux frontières. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières. Eh bien, on peut dire aussi que le Covid ne s'arrête pas aux frontières. Et le numérique non plus. Donc, on a aujourd'hui un véritable électrochoc qui, je l'espère, va déboucher sur quelque chose de puissant, sur une Europe qui va enfin se réveiller. Parce que jusqu'à maintenant, elle regardait, elle était en train de dormir comme Blanche-Neige, et puis il y avait les 7 nains, les 7 pays qui s'engageaient le plus en Europe, notamment en matière cyber, qui faisaient le boulot. Alors maintenant qu'elle se réveille, eh bien, il est grand temps qu'elle fasse, non pas, elle n'empêche pas les 7 nains de continuer à travailler, mais qu'elle envisage une véritable coopération dans le domaine, et notamment dans le domaine cyber. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui me paraît fondamental dans le Covid que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand retour sur les valeurs. C'est qu'en fait, on retrouve l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un nombre de personnes qui disent, mais finalement, est-ce qu'on ne vivait pas dans le futile? Et est-ce qu'il n'y avait pas des éléments fondamentaux, comme la relation humaine que nous voyons se distendre, même s'il y a d'autres moyens pour la recréer? Est-ce que tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie? Et est-ce qu'en fait, on n'a pas négligé tout cela? Et tout cela, ce sont des valeurs européennes. Et quand vous parlez du cyber, moi, je vais vous dire quel est le choix qu'on a s'il n'y a pas une Europe cyber. Ou bien nous serons américains demain, ou bien nous serons chinois. Eh bien, je vais vous dire une chose, je vais être ni l'un ni l'autre. Je vais être européen et je veux être français en me disant que je serai français parce que je serai européen. La souveraineté française, en dehors d'une souveraineté européenne, est, à mon avis, incapable d'être, comment dirais-je, maintenue, atteinte. En revanche, si nous avons une souveraineté qui s'inscrit dans une souveraineté plus globale, alors oui, si l'Europe se réveille à ce niveau-là, si elle se réveille notamment dans le domaine cyber, si les autres Européens qui se sont montrés particulièrement égoïstes récemment, et je ne les citerai pas, mais vous les connaissez, ils sont plutôt au nord de l'Europe, et se sont montrés particulièrement réticents pour que l'Europe s'unisse sur le plan financier pour sauver nos entreprises, si ces pays-là comprennent qu'enfin il est grand temps que l'Europe s'entende et que notre avenir ne dépendra pas d'eux, mais dépendra de nous tous, alors là, on aura fait un grand pas en avant. Alors donc sur le cyber, je termine parce que je pense que vous voulez poser d'autres questions. Sur le cyber, on est dans une phase particulièrement sensible parce que on voit bien que le prédateur est en train d'exploiter la peur des gens pour démultiplier les escroqueries via le cyber. Combien d'entreprises se sont fait escroquer parce qu'elles ont fait des commandes sur Internet de masques ou de gel à des entreprises bidons qui n'existent pas. Combien d'entreprises se sont fait piller leur argent, leur cash, tout simplement parce qu'il y a eu des arnaques au faux président, au faux virement international. Ça, il faut le dire. Et tout ça, ça repose sur quoi? Sur une prise de conscience, non seulement des entreprises, des États, mais aussi des individus. Et si vous voulez, je termine là-dessus parce que je crois beaucoup que la crise va faire revenir le régalien, l'État, mais l'État dans sa fonction essentielle. Pourquoi as-tu été créé, toi, l'État? Pour nous défendre, pour nous protéger, pour juger, pour nous représenter à l'extérieur, pour nous assurer une santé. Tout le reste est secondaire. Et si on n'a pas compris ça, si demain, dans les lois de finances, on n'a pas une priorité aux régaliens, alors on n'aura pas compris l'enseignement de la crise. Et je crois aussi que si demain, le régalien renforcé n'a pas compris, notamment dans le domaine cyber,
que la voie est une voie de coopération étroite, publique-privée, avec les entreprises, avec les start-up, avec tous les acteurs qui contribuent justement à cette cyberdéfense, cette cybersécurité, alors là aussi, on aura manqué un rendez-vous important. Donc, vous voyez, le militaire, lui, il s'intéresse bien sûr au temps présent. Le général Paloméros a rappelé toutes les missions qui sont conduites, non seulement au Mali, au Moyen-Orient, mais également sur le territoire national pour sauver des vies. Mais le militaire, il s'inscrit aussi dans le long terme. Il pense au jour d'après. Il pense au jour d'après le jour d'après. Et aujourd'hui, il espère enfin être entendu. Parce que souvent, on a dit, oui, c'est la grande muette. Mais la grande muette, elle va cesser d'être silencieuse, non pas pour remettre en cause les principes démocratiques, mais simplement pour dire, attendez, vous nous avez en quelque sorte oublié, vous nous avez pas écouté pendant des années et des années. Maintenant, à vous de jouer, et c'est à vous de tirer toutes les conséquences, toutes les conclusions. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de contacts avec des amis qui sont dans le monde politique, qui aujourd'hui en ont pris une parfaite conscience. Mais entre la conscience et les actes, on attendra notamment la loi de finances et l'exécution de la loi de programmation militaire et les moyens qui seront donnés aux forces. Parce que quand vous êtes en train de chercher un litre d'essence pour pouvoir continuer à faire des patrouilles, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'un petit peu embêtant. Ce qui est très important dans ce qu'a dit Gérard Wattengouwer, c'est la notion du temps. Les militaires ont une vision du temps qui n'est pas celle du politique. Le général Paloméros me disait il y a une dizaine d'années, dans le domaine stratégique de la 3D, les crises de l'histoire récente soulignent deux réalités. La puissance aérienne est aujourd'hui incontournable, elle le demeurera. La deuxième, la puissance aérienne ne s'improvise pas. Elle est en effet le résultat d'une expertise et d'une cohérence des moyens qui exigent pour le pays tout entier des années d'anticipation et de préparation. Voilà. Mon général, je pense que vous n'avez pas changé l'opinion. Oh non, je crois que l'histoire, quelque part, nous a donné raison, parce que, fort heureusement, je n'étais pas le seul, et Marc Wattengouwer vient de souligner, à croire à ce temps long. Et il y a une sorte de paradoxe, si vous voulez, c'est que quand le militaire parle du temps long, comme disait Marc tout à l'heure, le politique, il voit des rêves de grandeur, d'ailleurs, ce qui n'est pas un mal en soi, mais se dit, ces gens-là, oui, bien sûr, mais ce qui compte, c'est le présent, quoi. Et c'est là qu'est l'hiatus. Les militaires, ils sont présents. Et ils sont présents quand on leur demande, parce qu'ils sont prêts. On ne peut pas, c'était ma devise quand j'étais à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN, qui était vraiment une charge extraordinaire sous ce plan-là, c'est préparer 28, maintenant 30 pays de l'Alliance Atlantique aux futures crises. J'ai dit, mais moi, comme commandeur de la transformation de l'OTAN, j'ai en charge l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne prétends pas prédire l'avenir, mais j'ai une responsabilité fondamentale, c'est de le préparer. C'est de préparer nos forces, c'est de se préparer. Et préparer l'avenir, ça veut dire regarder l'avenir en face. Ça veut dire il y a des crises qui sont probables. On ne sait pas quand elles se produiront. On ne sait pas dans quelles circonstances. On ne sait pas bien comment elles se développeront. Ça rappelle quand même quelque chose de l'actualité, ce que je dis. Mais ce n'est pas récent. Mais il faut s'y préparer. Et préparer, c'est d'abord préparer les femmes, les hommes, dans l'entraînement, dans la formation, dans leur éducation. Pourquoi on a des écoles militaires? Pourquoi on a des écoles de gendarmerie de très haut niveau? Pourquoi on consacre du temps à la formation? Pourquoi on consacre du temps à aider dans nos écoles de guerre ces officiers émérites à acquérir les bases
de compréhension du monde, les bases de préparation de l'avenir. Et c'est pour ça. C'est parce qu'on a besoin de cet outil-là, on a besoin de ces hommes-là pour faire face aux contingences aussi bien qu'au temps long. L'armée de l'air, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le fruit de dizaines d'années de travail. Et cette armée de l'air, elle prépare déjà l'avenir. Elle prépare l'avenir dans des projets communs avec les Allemands. C'est difficile, mais bien sûr, ça a toujours été difficile de préparer l'avenir. N'empêche que si on n'avait pas eu une certaine vision, aujourd'hui, on n'aurait pas, et je prends un exemple concret, un commandement du transport aérien européen capable d'optimiser les moyens de transport de 7 pays européens, et ça ne se sait pas assez, c'est les bonnes nouvelles de l'Europe, ça. Et de l'Europe qui est conçue par des responsables et qui sont capables d'échanger des capacités de transport d'A400M et de bien d'autres avions pour le bénéfice commun, que ce soit au sein de l'Union européenne, au sein d'une coalition, au sein de l'OTAN. Donc ce temps long, il doit nous permettre de nous préparer et de nous projeter. Et ça, les hommes et les femmes, quand vous les commandez, ils ont besoin. Ils ont besoin d'une vision, ils ont besoin de l'espoir, et évidemment, ils ont besoin des moyens qui vont avec. Mais on est plus convaincant et on a plus de chances d'attirer le soutien politique et le soutien populaire si on est capable de déployer cette vision. Et cette vision, il faut bien le comprendre, elle ne s'accommode que très mal de changements de stratégie au jour le jour. On peut se tromper dans une stratégie, c'est arrivé à des gens et des hommes très illustres, mais en revanche, changer en permanence de stratégie, c'est la négation de la stratégie. Stratégie, il faut la mettre sur pied, qu'elle corresponde à un objectif politique, il faut le rappeler quand même, on est en démocratie, et ensuite la dérouler, et savoir aussi s'adapter. C'est ça la transformation. La transformation, si vous voulez, c'est passionnant parce que ça ne fait pas table rase du passé. On prend le passé, on l'assume, on capitalise sur ce passé, on s'adapte au présent, mais surtout avec une vision du temps long. Et on se dit demain, on aura des crises dans tous les domaines, comme disait Marc Watin-Augouard, dans tous les espaces. L'espace numérique, l'espace informationnel, l'espace exo-atmosphérique, et on n'oubliera pas la mer, l'air, la terre. C'est dans tous ces espaces que se jouent les enjeux de demain, et c'est dans tous ces espaces qui nous font évoluer. Et là, je rejoins Marc Watin-Augouard en disant, si nous ne nous adaptons pas, et on voit bien la difficulté qu'ont nos systèmes démocratiques à s'adapter, nos démocraties sont condamnées. Moi, je vais jusque-là, et comme on est tous attachés à nos démocraties, évidemment, on veut faire évoluer nos systèmes, on veut être beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptable, et garder toujours en tête cette idée du temps long, effectivement. Alors, je vais rappeler quelque chose, je n'ai pas l'habitude d'évoquer les souvenirs, mais des situations qui pour moi sont révélatrices d'une époque. Je vais faire deux exceptions avec ce premier souvenir personnel, la guerre en Libye, une guerre aérienne dans laquelle l'armée de l'air française a témoigné d'une excellence inédite en entrant, comme on dit, en premier. Il faudra que le général Palomero se revienne dans un instant sur ce que signifie cette capacité d'entrer en premier pour une armée moderne. Pendant cette semaine, la guerre en Libye, pas un seul aviateur français n'a été invité sur aucune chaîne du service public français. Le général Ranoux, un de vos illustres prédécesseurs, mon général, j'ai fait inviter à France 2 dans le 13h, sera décommandé sans explication à 12h10. Il était venu à pied de Ballard. Quand je l'ai accueilli dans le hall de la France Télévisions, en lançant cette édition, j'ai eu honte. Mes collègues, pour la plupart, sont sentis comme moi humiliés. Je me souviens, pour répondre aux demandes de télévisions étrangères, qu'il m'a fallu trouver en urgence des studios privés dans Paris pour que le général Gaviard vienne parler, d'ailleurs magnifiquement en anglais. Les chaînes du monde entier demandaient à parler à nos aviateurs. En France, du temps de Nicolas Sarkozy, les aviateurs ont été bâillonnés. Le politique veut alors endosser l'uniforme en pensant à sa seule réélection, avec d'ailleurs le succès que l'on sait. Même chose avec le général Watin-Augouard. Lors des attentats de Paris, la première chaîne de télévision allemande voulait absolument vous avoir, mon général, en direct. France Télévisions, qui nous a jamais invités, n'avait comme par hasard aucun studio de libre. On a dû en trouver en catastrophe près de l'Étoile, où 3 de mes collègues faisaient la queue dans la rue pour interviewer des militaires français de haut rang, des hommes qui enseignent la stratégie et d'authentiques spécialistes du contre-terrorisme. Je pense notamment à ma collègue finlandaise Elena Petäjstö, avec le général Vincent Desportes qui est à la porte, pour ne citer qu'un exemple. Là encore, j'ai eu honte ce jour-là. Alors, je dirais que la voix du Béarn est peut-être une petite radio. Grâce à Internet, on entend beaucoup. Grâce à YouTube, on entendra encore davantage. Je voulais vous remercier et vous dire que malheureusement, des voix comme les vôtres, on les entend jamais. Comme disait Alain Juillet, quand on les entend, c'est 15 secondes. C'est quand même dramatique.
vous avez quand même un retour d'expérience, vous avez quand même vécu un certain nombre de choses. On ne parle jamais, les gens qui ont cette expérience, qui ont ce retour, on ne les entend pas. Mais nous sommes heureux sur cette radio, cette modeste radio, de vous avoir. Alors mon général, puisque vous parlez d'entrer en premier, la guerre en Libye s'est jouée à quelques milles, c'était une guerre aérienne, et à l'époque, à la manœuvre, c'était vous. Ben, j'ai eu l'honneur et la chance, en quelque sorte, d'être à la tête de l'armée de l'air au moment où s'est déclenchée cette crise. Moi, j'en retiens effectivement cette leçon qu'il faut être prêt le jour J à l'orage. Il n'y a pas d'alternative. C'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos hommes, et c'est une des grandes forces de nos armées. Et quand je dis de nos armées, j'y associe bien volontiers notre gendarmerie, parce que moi, je pense qu'on peut être très fier d'une arme qui est capable à la fois d'être une arme de sécurité au quotidien, mais aussi une arme militaire avec toutes les contraintes que ça impose, mais surtout toute la réactivité, la disponibilité. Eh bien, l'armée de l'air, c'était ça en fait. C'était, il faut un peu d'anticipation quand même. On vous dit, vous suivez l'actualité, vous sentez bien que les choses se précisent. Il va y avoir, le président Sarkozy va avoir un grand entretien avec ses homologues tel jour. Quand vous êtes chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est pas très difficile de vous dire, mais ce jour-là, si on n'est pas présent, parce qu'il va nous le demander, on sent bien qu'il y a une pression extraordinaire pour aller sauver Benghazi, pour arrêter les forces de Kadhafi qui se pressaient aux portes de Benghazi et qui commençaient à bombarder cette ville. Et on a tout fait, et sachant compter sur ces hommes et ces femmes très compétents, il m'a suffi de leur dire exactement ce que j'attendais d'eux. Je leur ai dit, mais ne faites pas des miracles, faites ce que vous faites comme d'habitude, et ça sera déjà pour beaucoup un miracle. Vous serez capable de décoller. Là, quand on vous le demandera, avec les armements adaptés, vous ferez 8 ou 9 heures de vol pour aller frapper des colonnes d'artillerie, des colonnes de chars en Libye, et vous rentrerez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, on a été les seuls à pouvoir le faire, parce qu'il y avait des tergiversations parmi nos alliés pour savoir ce qu'il fallait faire. Et là, le président de la République, en l'occurrence le président Sarkozy, chef des armées, a décidé. Quand le président chef des armées décide dans notre Constitution, pour les armées, il n'y a pas de discussion. Il faut être là quand on lui demande. C'est ça. Mais tout ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard si on est capable de faire la même chose au Mali quelques années plus tard. Si aujourd'hui, on peut se déployer, c'est vrai de toutes les armées, je parle de l'armée de l'air, mais c'est vrai pour les autres, bien sûr. C'est cette préparation, on peut en être fier. Je crois qu'il faut savoir le dire aussi. Peut-être qu'on n'en parle pas assez et pas assez bien. Je le vois bien dans l'actualité. Je vous remercie encore de nous ouvrir votre antenne. On parle surtout des militaires quand ça ne va pas, quoi. En ce moment, on parle du porte-avions qui arrive avec... Bien sûr, c'est difficile. On vit dans un monde où les militaires sont aussi des citoyens. Ils vivent dans la société, mais avec ces qualités propres qui font qu'ils s'engagent pour la société. Ils s'engagent pour protéger, pour défendre la société au péril de leur vie. C'est admirable et c'est vrai que c'est un honneur, en particulier quand on est chef d'état-major, d'être là dans ces moments-là. Moi, je ne sais pas comment leur dire merci à ces gens-là. On ne peut pas... C'est simplement les considérer et leur rendre ce témoignage et aussi de temps en temps le reconnaître en termes sonnants et trébuchants parce qu'ils le méritent largement. En général, beaucoup d'anciens de l'armée de l'air, quand ils parlent de l'armée de l'air, ils ont tous le même mot. C'est une famille. C'est une famille et une équipe à la fois, si vous voulez. C'est ça qui est très fort, c'est qu'on se sent très solidaire, mais c'est une solidarité qui est organisée également. Donc, le chef, c'est à la fois un capitaine, c'est une référence morale, une référence, si possible, concrète, de par sa carrière. On a la chance d'avoir des chefs que nous avons nous-mêmes élevés, en quelque sorte, qui sont passés par toutes les étapes. Ça a été vrai pour Marc, ça a été vrai pour moi. J'ai été pilote de chasse, j'ai eu cette chance. Et ensuite, j'ai commandé différents niveaux. Ça, c'est une grande force, si vous voulez. Je pense que ça peut inspirer la société civile, ces carrières où on construit par la compétence et quelque part, modestement, mais il y a une sélection qui se fait, je pense aussi par la compétence et puis par un jeu aussi. Il y a, évidemment, la chance n'est pas tout à fait exclue de ces carrières, mais il y a une reconnaissance des chefs qui est une reconnaissance qui n'est pas simplement une reconnaissance disciplinaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une reconnaissance
du fait que ces hommes, ces femmes-là se sont construits. Et la reconnaissance, et je terminerai par là parce que c'est important, il y a la confiance. Dans une institution militaire, il faut qu'il y ait la confiance. Et cette confiance, elle est partagée. C'est-à-dire, c'est évidemment la confiance, et je reviens à la Libye, d'un chef vis-à-vis de ses hommes en disant, eh bien, ils seront capables de faire ça. Même si c'est difficile, ils seront capables de le faire. Mais aussi la confiance des hommes. Je dis, si notre chef nous dit de le faire, et comme il souhaite le faire, c'est qu'il a raison. Et on sait qu'il sera avec nous de A à Z. Il ne va pas nous laisser tomber, même si c'est difficile, même si on fait des erreurs, parce que ça peut arriver dans le combat. On sait qu'il y a cette confiance mutuelle. Et ça peut inspirer quand même notre société, aujourd'hui plus que jamais. Rétablir la confiance. Il faut qu'il y ait une confiance sans faille, et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on prépare l'avenir. Alors, il y a un exercice auquel vous avez été tous les deux rompus, c'est le livre blanc. En général, avec Alain Juillet récemment, dans une émission il y a quelques jours, on a parlé de ce livre blanc. Tout était écrit dedans. Les documents qu'Alain Juillet était au GDN, mais tout est écrit, comme si on allait prévoir demain, voilà exactement ce qui va se passer. On savait ce qu'il fallait faire. Le SGD a même pondu une note de 6 pages. Tout est dedans. Comme les Allemands en 2018 ont fait un exercice de grandeur nationale, donc dans le pays tout entier, en disant voilà, là nous sommes bons, là nous manquons de moyens, etc. Tout était écrit. On savait. Alors, comment se fait-il quand on sait qu'on puisse agir aussi mal au bout? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Elle n'est pas facile. Mais moi, je veux bien laisser la parole à Marc. Simplement sur ce point-là, on a la chance d'avoir un processus de programmation, de loi de programmation militaire. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je pense que dans l'État, on est à peu près les seuls aujourd'hui à avoir un processus de planification de cette nature, et tout le monde nous l'envie. Il y a eu une tentative plus ou moins heureuse au sein du ministère de l'Intérieur, mais et je crois que Marc y était associé, mais cette loi de programmation militaire, et d'ailleurs on a poussé à ce qu'elle soit étendue sur 7 ans. La loi actuelle, c'est quand même une loi de construction. Il faut aussi de temps en temps rendre à César ce qu'il mérite. Il y a un effort qui est fait en ce moment pour la défense. Les chefs militaires le reconnaissent. J'espère que cette crise ne va pas le stopper pour redonner une épaisseur organique quelque part à notre défense. Mais c'est vrai que si vous écrivez d'un côté ce que vous pensez et comment vous voyez l'avenir, et si vous ne mettez pas vos actes en accord avec ça, cherchez l'erreur. Vous la payez à un moment ou à un autre. C'est clair, net et précis. Alors, Général Watin-Augouard, évidemment, vous allez répondre, mais moi je vais l'appliquer à la crise que nous vivons actuellement. Les administrations, par exemple, ont découvert qu'il fallait s'équiper en urgence pour le télétravail avec du numérique, ce qui implique forcément une baisse du niveau de sécurité habituel des outils qui sont utilisés par toutes les fonctions publiques. J'en parle vraiment au pluriel. L'œil d'expert que vous allez forcément poser là-dessus va être critique, mais je vous laisse le temps de nous expliquer en quoi la fragilité peut être exagérée ou bien en quoi elle peut être sous-estimée. Non, la fragilité n'est pas exagérée, tout simplement parce que l'équipement que nous avons aujourd'hui est un équipement, on va dire, standard, qui n'est pas dotés de logiciels qui sont protégés, parce que jusqu'à maintenant, dans les entreprises, dans les administrations, on travaillait in situ. Dans les clans, on travaille depuis son propre domicile. Et là, ça change quand même beaucoup de choses, parce que on risque effectivement d'avoir des pénétrations dans nos systèmes que nous n'aurions pas, ou moins, dans les entreprises ou les administrations. Il y a donc une vraie prise de conscience. Regardez par exemple, le télétravail amène beaucoup de gens à travailler avec un logiciel, on va l'appeler Zoom tout simplement, qui fait beaucoup parler de lui dans la presse. Bon, avec des données qui sont vendues sur les darknet aujourd'hui. Oui, mais ça fait partie des points de faiblesse sur lesquels il faut absolument qu'on se penche, parce que on sait très bien que le télétravail, ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturel. Il va perdurer, parce que tous ceux qui disaient ce n'est pas possible découvrent que c'est possible, même si il faudra peut-être alterner le temps de présence et le temps de télétravail. Ça veut dire aussi qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont dire, compte tenu de ce que nous avons subi en ville à cause du confinement, nous serons demain vivre
en dehors des villes. Et donc, vous allez avoir un changement aussi de comportement des Français. Je le vois, je le mesure, et ça m'est confirmé régulièrement. Les gens qui disent, maintenant c'est trop, la ville est devenue insupportable. Ce n'est pas un espace de résilience, ce n'est pas un espace de survie. La ville nous rend trop dépendants. Eh bien, toutes ces personnes qui vont sortir vont avoir besoin non seulement de très haut débit, et là, le plan très haut débit doit être absolument non seulement poussé à son terme, mais sans doute accéléré, mais également doivent emporter avec eux des solutions de sécurité, parce que il faut bien comprendre que même la personne la plus, je dirais, la plus anonyme, la plus simple dans la hiérarchie d'une entreprise, peut être une cible qui permet de remonter jusqu'au sommet de l'entreprise. Donc on ne peut pas dire, oh, moi je suis un petit, c'est pas par moi que ça va passer. Eh bien si, c'est par nous, chacun d'entre nous, que le risque cyber peut se manifester. D'où la nécessité d'appliquer ce qu'appelle l'ANSSI, tout simplement l'hygiène informatique, c'est-à-dire en fait un certain nombre de règles. Aujourd'hui, on vous parle d'hygiène. Lavez-vous les mains, gardez une distance. Et bien demain, ou même aujourd'hui, on vous dit, ayez des mots de passe qui sont suffisamment forts, ayez une attitude sur Internet de distanciation, je vais dire de distanciation notamment par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on raconte tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, y compris des choses qui sont totalement comment dirais-je, stratégiques pour les entreprises, et même si prises petit morceau par petit morceau, elles n'ont pas d'importance, rapportées, je dirais, avec le big data, l'analyse des mégadonnées grâce à l'intelligence artificielle, on peut découvrir beaucoup de choses. Et dites-vous bien les choses. Et c'est là où le cyber rejoint d'ailleurs la défense dans le monde réel. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a deux puissances dans le monde qui cherchent à détruire la démocratie. Détruire la démocratie comment? Eh bien, par l'action sur les esprits. Là aussi, c'est important. On pense souvent à l'action sur les ordinateurs. Moi, je dis attention à l'action sur les esprits. Regardez la propagande. Regardez comment nos voisins russes, regardez comment les Chinois, d'ailleurs, il a fallu quand même convoquer l'ambassadeur de Chine pour lui rappeler quand même qu'il y avait des règles essentielles dans la courtoisie internationale. Regardez comment ils utilisent aujourd'hui le système pour nous dire, regardez comme les régimes forts sont plus forts que les démocraties par rapport au Covid. Oui, seulement combien de Chinois sont morts réellement? Quelle est la réalité de l'ampleur de la pandémie en Chine? Donc vous voyez que le cyber, c'est pas simplement une cyberattaque sur nos systèmes, c'est aussi une cyberattaque sur nos esprits. Et là, je crois qu'il y a une vraie mobilisation et se reporter encore une fois sur les valeurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je reviens, moi, sur les livres blancs. J'ai travaillé sur le livre blanc de 2008 et 2013. Je peux même vous dire que j'avais commencé déjà un peu à travailler en 1994, quand j'avais proposé la notion de continuum défense-sécurité. Là, à l'époque, on m'a répondu que ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et bon, ça, c'était l'équipe Léotard qui ne voulait pas entendre parler de ça, qui voulait, en quelque sorte, gérer ce que d'autres avaient appelé les dividendes de la paix. Bon, simplement, dans le livre blanc de 2008, comme de celui de 2013, on parle de la pandémie. On parle d'une pandémie avec une forte létalité. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a déconstruit le système de défense et de sécurité, avec notamment la révision générale des politiques publiques. On a déconstruit. Regardez, quand on parle du service de santé des armées, on a fermé les hôpitaux comme le Val-de-Grâce. Mais c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Vous noterez d'ailleurs, et j'espère d'ailleurs qu'ils vont poursuivre dans cette posture, que les hommes politiques, que les responsables, qui expliquaient que c'était génial, qu'il fallait que faire comme ça, au nom de la mutualisation, au nom de la rationalisation, au nom des économies, sont aujourd'hui terriblement silencieux. Et j'espère qu'ils vont continuer d'ailleurs à l'être, parce que s'ils ne le sont pas, on va leur rappeler leurs propos. On va leur rappeler tous les rapports qui ont été faits, toutes les inspections, tout ce qui a pu être dit, en nous disant qu'on n'avait rien compris et qu'en fait, eux, ils étaient porteurs de la vérité. Et donc, vous voyez que ces livres blancs, si c'est simplement un exercice pour dire, ben voilà comment on voit le monde, et puis après, maintenant, on peut tous rentrer chez nous, eh ben c'est une erreur. Ces livres blancs, à partir du moment où on parlait de la pandémie, il aurait fallu se poser la question, et comment fait-on? Est-ce qu'on a une loi de programmation relative à la santé? Est-ce qu'on a véritablement un programme interministériel de gestion de crise? Oui ou non? En fait, on voit que le SGDSN avait une vision interministérielle. Mais est-ce qu'on était jusqu'au bout dans la réflexion? Et vous voyez que ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va falloir repenser
complètement. Alors, certains disent, bon, on va revenir comme avant. Ben, je dis non, on reviendra sûrement pas comme avant. Et si on revient comme avant, alors on peut s'attendre au pire demain et après-demain. Si on a compris les enseignements de la crise d'aujourd'hui, alors on va faire un grand bond en avant en matière de cybersécurité, en matière de protection des populations, en matière de protection de nos entreprises. Parce que nos entreprises sont tous les jours victimes de cyberattaques. Et on leur pille quoi? On leur pille leur argent, mais leur savoir-faire, leur carnet d'adresse, leurs brevets, leur propriété intellectuelle. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une bataille, je ne vais pas dire la bataille suprême est engagée, parce que c'est-à-dire ça y est, il a des relents gauliens et il se prend pour le général de Gaulle. Mais je dirais franchement, là aujourd'hui, si on n'a pas tout ça dans l'esprit en sortant de la crise, en disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ensemble. Vous savez, il y a un point quand même qui est intéressant. Posez-vous la question de savoir comment le secteur privé de la santé est intervenu dans le Covid. Alors on me dit aujourd'hui, mais il est intervenu mais un peu en retard. Mais pourquoi il est intervenu en retard? Alors que les hôpitaux se sont vidés pour préparer l'arrivée de gens dans le Covid. C'est qu'il n'y avait pas de préparation, ou alors il n'y avait pas d'articulation, ou alors il n'y avait pas eu de coordination. Et donc tout cela aujourd'hui, ça doit nous permettre de tirer des conclusions. Et en tout cas, surtout, ne plus penser à la notion de dividende de la paix. La paix, c'est par la défense qu'on la protège, et c'est par le prix qu'on investit, non seulement dans les équipements, mais dans les personnels, qu'on gagne justement cette bataille de la paix. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que ce discours politique soit enfin un discours qui passe. Parce que vous comprenez, quand vous avez des élections européennes ou d'autres, on vous explique que dans le programme, on va donner 3 € de plus au remboursement pour une paire de lunettes. C'est pas un discours politique, c'est un discours d'apothicaire. Moi, je demande un discours politique, un discours qui mène les gens vers le haut, qui leur donne une vision, qui leur donne du sens, qui leur montre le chemin. C'est ça qu'on attend, c'est ça que les Français attendent. C'est pas autre chose, ils n'entendent pas recevoir des chèques à la fin du mois, même si en ce moment, ils peuvent l'espérer et c'est juste. Mais dans une certaine mesure, c'est tout ce discours-là qu'il va falloir reformater. Et je vais vous dire tout de suite, sûrement pas avec ceux qui nous ont emmenés dans la dérive. Quand je dis ceux, c'est pas ceux d'aujourd'hui, c'est ceux d'hier, d'avant-hier. Les 30 dernières années, les 30 minables, et non pas les 30 glorieuses, les 30 minables pendant lesquels on a baissé la garde et on a accepté n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est un autre discours qu'il faut tenir avec d'autres personnes et des gens, surtout, qui vont faire sortir une confiance, qui vont faire en sorte que les Français disent « Là, enfin, j'ai une parole publique crédible ». Et à partir du moment où cette parole publique est crédible, elle ne se contredit pas tous les jours, eh bien, j'ai confiance. Et là, banco, l'État retrouve sa grandeur. Parce que l'État n'est pas mort, simplement, il doit revivre différemment. Cette rediffusion de l'émission diffusée le 17 avril 2020, alors que la France était confinée pour la première fois, sera suivie de 2 autres numéros. Dans le prochain, nous poursuivrons ce premier entretien que nous avaient accordé les généraux d'armée Jean-Paul Palouméros et Marc Ouattin-Augoire. L'objectif, rappelons-le, c'est de redonner espoir à ceux qui veulent que notre pays rebondisse, et il le peut. Ils sont nombreux à le penser. Ce pays en a les moyens, en entendant ceux qui ont eu pour mission de préparer la France à toute éventualité. Ce qui aujourd'hui fait cruellement défaut, on le mesure chaque jour davantage, c'est en priorité une classe politique qui soit au service de la nation, avec un véritable chef, un homme ou une femme, qui a fait ses preuves et qui porte une vision, une personne pour porter les valeurs qui ont été celles des bâtisseurs de notre histoire de France. Cela va sans le dire, mais Jean-Michel, cela va encore mieux en le rappelant, qu'il n'y ait pas à nos yeux de maires, d'élus, de députés ou de sénateurs qui ne soient pas à la hauteur de leur mandat. Ceux-là sont l'honneur de notre démocratie et ils n'ont pas démérité. Par contre, il y a une ribambelle de politiciens professionnels qui occupent le haut du pavé, qui ferait bien d'y retourner ou de se trouver un métier et d'arrêter de se servir de la France pour la mettre en coupe réglée, comme ils l'ont fait pour certains depuis près de 20 ans. Un destin, cela se construit. Il en va pour un individu comme pour une nation. Pour cela, mieux vaut donc élire, donc choisir
des hommes et des femmes courageux, des professionnels qui ont fait leur preuve en abandonnant ces charlatans de la politique qui n'ont aucune envergure. D'autant qu'il nous reste encore un vivier pluridisciplinaire de personnes d'exception, sachant mettre à profit leur expérience, leur dynamisme et leur façon de jouer collectif. L'exemple sera rapidement communicatif. Mais surtout, cessons d'écouter les sirènes de la déconstruction permanente avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ce qui vient de se passer en Afghanistan. Méditez ce désastre en vous demandant pourquoi certains politiques dont c'était pourtant la mission nous ont encore une fois acculés devant un désastre inimaginable en 2021, pourtant un désastre annoncé depuis plus d'1 an. Il n'y aurait pas pire aveugle, dit-on, que celui qui refuse de voir. Ce sera donc la phrase de conclusion. Joël François, rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine, Jean-Michel. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.